Merci, chère Christine et cher Jean-François, de venir me porter le témoignage d'un de vos engagements ô combien aujourd'hui précieux auprès de milliers et de milliers d'enfants de la rue, du monde Aujourd'hui, vous nous le direz d'une manière beaucoup plus précise, dans 17 pays du monde, peut-être plus. Et je voudrais commencer par la première question que tout le monde a. Je veux dire, au fond, vous êtes tous les deux les cofondateurs. Vous, Christine, vous avez fondé ça. On pourrait faire peut-être un très bref histoire. Qu'est-ce qui vous a amené? Comment? Quelles sont les personnes autres? Enfin, d'abord vous, hein, et ce regard sur les autres, et Jean-François aussi. Hein, mais enfin, la deuxième question que j'avais dit, mais ça vous la traiterez forcément, c'est de dire aujourd'hui comment aujourd'hui les enfants sont accueillis, par qui, quels sont les délégués là-bas, et puis quelles sont les perspectives positives, mais en même temps les grandes questions que vous posez pour l'avenir, avec de plus en plus de misère. Alors, première question, merci, je vous laisse tous les deux la parole avec beaucoup de gratitude de la ISR et beaucoup de joie, avec la joie de vous entendre. Voilà. François? Merci. Bon. Bon, allô, oui, micro. Tac. On vous entend, Christine. Vous m'entendez? Parfait. Bon, comme vous le savez, moi j'ai été amenée à comprendre ce problème grâce à François Lefort, que vous avez connu, qui est en fait fondateur de cette association, avec les coups-prix que vous voyez là. Moi, je ne suis pas fondatrice. Je suis arrivée très rapidement puisque je suis amie de François. Près du micro, pardon. Ah, c'est coupé. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, bien, très bien. Vous m'entendez très bien. Bon, oui, donc je ne suis pas fondatrice, mais je suis arrivée très vite puisqu'il y a 30 ans maintenant que l'association Aimée a été créée et je suis arrivée au bout de un peu plus de 25 ans. Voilà. Et Jean-François? Moi, Jean-François, c'est le plus des jeunes de l'équipe, hein, puisque j'ai été débauché en raison de un peu de ma sensibilité internationale il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus de 3 ans, par des membres ici présents. Moi, je suis professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris. Je suis prêtre, j'appartiens à une congrégation internationale et je peux dire que depuis toujours, je m'intéresse à ces questions de solidarité internationale. J'ai travaillé à la délégation catholique à la coopération, qui est un des principaux organismes en France, on ne le sait pas assez d'ailleurs, hein, d'envoi de coopérants. J'étais moi-même coopérant au Burkina Faso dans les années 90. Et il se trouve aussi que par mes fonctions comme enseignant et autres, je rencontre beaucoup de gens qui arrivent de plein de pays du monde. Je dirige un réseau de recherche en philosophie interculturelle au niveau international et je trouve aussi que c'est une belle responsabilité que j'ai acceptée à la demande des gens d'Aimée d'essayer d'organiser cette forme de solidarité au profit des enfants des rues. Voilà. Oui, Christine ou Jean-François, pour toujours rester un tout petit peu encore sur l'origine, est-ce que déjà, bon, il y avait le Père Lefort qui a bien sûr été un pionnier, il était au Sénégal, je crois, si ma mémoire est bonne, et peut-être ailleurs, mais est-ce qu'il y avait déjà quelque part des enfants de la rue, est-ce que ça a commencé avec Aimé, donc il y a oui. Voilà. Alors, en fait, il y a 30 ans, François Lefort, qui était prêtre en Mauritanie, a lancé un cri d'alarme en disant c'est pas possible, il y a des milliers d'enfants des rues partout en Afrique, il faut se réunir et en parler. Donc, il y a eu en 1995 à Rufisque, au Sénégal, une réunion de tous les gens qui étaient en réseau, qui ont réussi à se mettre en réseau parce qu'il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, de tous les gens qui s'occupaient d'enfants des rues. Et là, c'était très intéressant parce que je vais même vous lire la charte de Rufisque. Et c'était des gens qui sont venus de toutes les régions du monde, qui sont réunis en 15. C'était des responsables de programmes en faveur d'enfants des rues. Et donc, l'idée, c'est de définir un certain nombre de principes fondamentaux pour accueillir et s'occuper d'enfants de la rue. Et donc, il y en a pour 5 minutes, mais je vais vous lire cette charte de Rufisque parce que c'est le fondement de l'enfant de la rue doit être considéré comme un enfant
non comme un délinquant, un asocial, voire un malade. Petit 2, avant de parler, l'adulte écoute l'enfant dire. Le rôle de l'adulte est de lui faire distinguer le rêve de la réalité. Petit 3, ce sont les enfants eux-mêmes qui décident, ce qui les concerne personnellement ou collectivement. L'enfant vient volontairement au foyer et peut retourner dans la rue s'il le souhaite. Et dans les foyers, les décisions sont prises en commun avec les enfants et les éducateurs. Petit 4, l'adulte passe un contrat simple avec l'enfant. Ce contrat doit être scrupuleusement respecté. On fera très attention de ne jamais mentir à l'enfant. Et notamment, il y avait une règle qu'on avait, les 3 règles en fait: ne plus voler, ne plus se droguer, ne pas mentir. Donc quand l'enfant arrive au foyer, il doit respecter ces 3 règles. Petit 4, à chaque fois que c'est possible, la priorité sera donnée à un retour stable et durable dans la famille. Et ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup aidé des familles à récupérer les enfants. Donc ça, on est au petit 5 de la charte de Rufisque. Petit 6, si l'enfant est placé dans un foyer ou une famille d'accueil, il doit vivre sans luxe, dans les mêmes conditions que ce qu'il connaîtra plus tard quand il sera adulte. Petit 7, les grosses institutions sont totalement bannies. On veut des petits foyers à taille humaine. Petit 8, on attachera de l'importance à préserver chez l'enfant les valeurs de la rue, c'est-à-dire la volonté, la débrouille, l'esprit d'initiative, la solidarité avec les autres enfants. Petit 8, on attachera de l'importance... Oh, pardon. Petit 9, l'enfant sera élevé dans la religion de ses parents. Ça, c'est important. Le prosélytisme doit être proscrit. On n'est pas là pour... On n'est pas missionnaire. On est là pour accueillir et aider l'enfant à se réaliser. Et petit 10, l'enfant doit savoir qu'à partir de notre première rencontre, on ne rendra jamais, même quand il sera adulte. Si tu es sérieux, on t'aime. Si tu ne l'es pas, on t'aime quand même. Donc l'idée, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait dans tous les foyers, c'est de suivre l'enfant depuis le moment où on le récupère dans la rue jusqu'au moment où il est carrément, donc non seulement alphabétisé, élevé, nourri, logé, mais formé et mis en relation avec un employeur. Donc on essaye vraiment de suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il soit complètement adulte. Voilà la charte. Jusqu'à sa majorité? Pardon? Jusqu'à sa majorité? Voilà, 18 ans, oui, enfin, sa majorité ou plus s'il faut. Ou son insertion dans le monde du travail. Hein. Voilà, ou son insertion dans le monde du travail. Alors, je voulais vous demander, Jean-François et Christine, au fond, comment les foyers sont-ils choisis? Ou comment ils se présentent-ils? Parce qu'il faut les trouver, j'imagine. Donc, vous avez des relais. Je pense que vous avez des relais ou des correspondants qui animent dans chaque pays. Vous parlerez un peu des différents pays où vous avez des animations, une organisation, c'est plus qu'une organisation, il y a vraiment quelque chose de formidable, enfin, un dynamisme de générosité, d'engagement et d'accueil. Mais comment, au fond, c'est choisi? Est-ce que c'est si facile de trouver des foyers où c'est des gens qui se présentent? Comment ça se passe pour les foyers? Bon, il y a un peu toutes les situations. Hein. Il y a des partenaires traditionnels avec lesquels on travaille depuis des années dans une grande confiance, dans un grand sérieux, dans un suivi très régulier. Il y a des demandes qui sont faites spontanément. Il y a un certain nombre de partenaires qui peuvent être rencontrés à l'occasion de rencontres, de voyages. Oui. Donc les modes en fait ont été variés. Bon, évidemment, nous aimerions toujours répondre le plus possible à des projets nouveaux et avec grand enthousiasme de notre part, avec nos petits moyens, avec aussi la grande générosité de nos donateurs, notre équipe de bénévoles. Donc, effectivement, on va le dire tout à l'heure, si on rentre un peu plus dans les détails, il y a beaucoup de pays qui sont représentés sur les 4 coins du monde, avec des réalités sociales très, 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 très variées. Hein, on pourra aussi un peu l'évoquer, mais c'est une belle mosaïque et j'ai presque envie de dire que c'est un peu une grande famille qui s'est constituée au fil des ans
dont moi je suis aussi un peu dépositaire maintenant, grâce au travail de mes prédécesseurs et prédécessrices. Voilà. Est-ce que par les moyens, les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une relation où vous essayez de créer une espèce de convivialité aussi entre les différents foyers des différents pays, à condition qu'ils parlent un peu la même langue. Bon, il y a des dialectes aussi. Oui, il y a un peu de transversalité qui se fait. Le réseau, elle fonctionne parce que bon, c'est important pour nous de communiquer des expériences, surtout des expériences positives qui réussissent, par le biais aussi de notre petit bulletin. Bon, nous avons effectivement des comptes rendus réguliers qui peuvent être inspirants pour d'autres. Voilà, le bulletin M, vous parlez aussi tout à l'heure en détail si vous le souhaitez. Oui. Et puis nous participons à quelques collectifs aussi, Didier ou d'autres pourront le dire. On essaie de se tenir au courant des expériences des autres, en sachant qu'on veut être tout à fait dans le projet qu'a décrit Christine, de rester modeste. C'est souvent en appui, ce n'est pas une volonté, j'ai envie de dire, de tout englober, avec aussi l'idée que c'est les gens par eux-mêmes qui doivent aussi s'organiser. Et on a la chance. Pardon. Et on a la chance d'avoir quelques bénévoles sur le terrain. D'ailleurs, on fait un appel au peuple pour tous ceux qui vont dans ces différents pays, qu'on peut citer si vous voulez, notamment Didier Kuleska, qu'on ne voit pas mais qui est là, qui nous est présent. Voilà, et donc c'est très important pour nous, bien sûr, de vérifier sur le terrain et d'avoir le maximum de gens qu'on connaisse et qui puissent avoir nos différents foyers. Oui, alors c'est pour ça qu'on a une structure qui est quadricéphale. Voilà. On a l'association, on a souvent sur place, sur le terrain, des personnes hors association qui peuvent aider à avoir un regard. On a parfois en France un correspondant ou une association qui se porte aussi garant. Et puis, il y a ce que l'on fait, nous, de notre côté. Vous voyez, donc c'est quand même dans un ensemble assez global. On évite des situations aussi d'isolement pour mieux appréhender les situations et pour avoir une vue d'ensemble. Enfin, c'est vraiment la prise en charge de la globalité aussi qui nous intéresse. Vous me disiez tout à l'heure, ce serait intéressant de rentrer un peu dans le concret justement des différents pays, lesquels vous êtes, différentes cultures. On est vraiment dans la chair, dans l'histoire des êtres, des pays, de leur... Bon, parce que c'est même impressionnant peut-être d'avoir... Parce que moi, ce que je trouve aussi intéressant, je sais, on parlera peut-être comment aider et autres, et bien sûr financièrement c'est sûr, mais peut-être aussi on a des enfants, on a des familles, on a des amis qui sont dans les différents pays, qui peuvent peut-être aussi. Donc ça serait peut-être intéressant que l'un et l'autre, là où vous voulez, vous parliez un peu de manière assez concrète, une liste très impressionnante quand même de 17 pays, presque. Je crois, un peu moins maintenant. Non, mais c'est quand même impressionnant. Il y a 14. Il faut déjà suivre ça. C'est beaucoup d'enfants. Voilà, je vous laisse. Rentrer dans les pays, là où Aimé est important. Alors, déjà, on peut déjà vous citer les pays, puis après, on peut prendre des exemples concrets. Alors, on est en Afghanistan. En ce moment, c'est très difficile parce qu'on avait 620 enfants de la rue et c'est un Afghan qui s'en occupe, qui est maintenant en France, mais la situation est dramatique. Oui. On est au Bénin. Je cite les pays et puis après, on pose des questions. Au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Centrafrique, en Colombie, en Haïti, en Inde, à Madagascar, au Maroc, aux Philippines, en République démocratique du Congo, au Sénégal et au Yémen. Et puis, alors après... Oui, mais on a coupé, ça a été coupé un moment, particulièrement aujourd'hui, puisque jamais aussi l'Afghanistan. Moi, on n'a pas entendu l'Afghanistan. Oui, moi, non, la situation est vraiment très compliquée avec l'arrivée des talibans. On a vraiment une pensée, je vais pas dire journalière, mais enfin bon, on essaie d'être très, très au courant des évolutions actuelles. Notre action vise surtout à la scolarisation, principalement des filles, avec aussi la nécessité de travailler aujourd'hui en réseau, puisqu'on va le dire après, si on prend de façon transversale, moi je pourrais éventuellement vous montrer un tout petit montage. Oui, c'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Je suis aussi invité à être administrateur pour l'écran partagé, faire en sorte que effectivement on ne mise pas la garde sur la scolarisation des filles. Voilà, donc l'Afghanistan c'est un cas
tout à fait emblématique de ce que l'on veut faire aujourd'hui, aller ou soutenir les pays où c'est difficile. On pourrait donner aussi l'exemple du Yémen. On vient de recevoir des informations il y a pas très longtemps, où la situation est dramatique, puisque la situation du Yémen, c'est une situation civile qui perdure depuis des années avec des interventions étrangères, où des personnes sont impliquées fortement dans la scolarisation, notamment la scolarisation des filles, spécialement pour des personnes déplacées. C'est un pays où il y a 150 camps de déplacés et nos partenaires sur place scolarisent au moins 500 filles. Enfin, c'est énorme. Voilà. Et c'est souvent des petites gouttes d'eau que nous on fait, mais qui ont un impact conséquent quand même. Est-ce que vous pourriez passer alors cette petite, si c'est possible? Oui, c'est simplement pour vous dire de façon transversale, pour pas rentrer dans le détail. On va voir si je trouve la vidéo, si je suis administrateur. Alors. Oui, alors je suis pas autorisé, donc il faudrait activer le partage d'écran pour les participants. Le partage d'écran. Vous autorisez le partage d'écran. Écran partagé, moi c'est bon. Partage d'écran. Vous tapez en bas sur écran partagé. Oui. Voilà. Oui. Ça y est. Oui, ça marche. Oui. Ah bah tiens, on se retrouve au Bernardin. Oui, on a. Non, attendez, c'est moi, oui. Merci Thierry, c'est très beau. Non, attendez. Ok, dans 5 minutes, 10 minutes. Vous êtes en train de partager votre écran. Ah oui, d'accord, ok. De toute façon, je vais arrêter ça. D'accord. Partage, non? Oui, ça marche. Mais moi, j'aimerais pouvoir y accéder. Oui, alors, il faut couper l'écran. Oh là là, oui. Thierry. D'accord. Moi, j'ai mis maintenant. Tout de suite. Normalement, c'est pas mal. Là, j'ai enlevé mon écran. Normalement, chez vous, il y a le partager l'écran. Partager l'écran. Moi, je connais Bon, l'écran de Jean-François maintenant. Allô? Non, tant que ça va. Desktop. Coupez mon audio. Si vous n'avez pas sur quelque chose là? L'écran. Il faut couper. Si. Là, je vous vois bien. Pas le bon. L'écran de Thierry de Lépine. Et vous n'avez toujours pas l'autorisation? C'est encore l'écran de Thierry de Lépine, là. C'est le Visio Zoom. Ouais, c'est bizarre. Sinon, je peux dire simplement les choses. Oui, on va le dire. Oui, bah tant pis. Ça sera peut-être plus simple. Oui, ça sera plus simple. Alors, peut-être remettre l'écran pour qu'on voit tout le monde, si vous voulez bien. Je vais arrêter de partager. Voilà. Voilà, vas-y, Jean-François. Oui, alors en fait, il y a 3 ou 4 missions essentielles que je trouve importantes de redire. J'ai présenté ça plusieurs fois, notamment dans un lieu culturel qui s'appelle l'Abbaye Saint-Jacques-de-la-Mer, auprès d'un public qui ne connaît pas du tout ce genre d'action. Alors, première chose, et même si ça surprendra peut-être certains d'entre vous, c'est qu'il faut commencer par nourrir tous ces enfants. Donc, on est dans des situations au Burkina, dans d'autres pays, où la première responsabilité, c'est de fournir, non pas de l'aide alimentaire, mais moyens d'une subsistance, pour que les enfants soient correctement nutris. Bon, s'ils arrivent effectivement de la rue, s'ils sont dans des états de précarité, de fragilité, un repas quotidien, c'est déjà bien. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une mission fondamentale. On l'oublie parfois, mais il y a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui ne sont pas nourris correctement, et c'est un grave handicap après pour leur développement, bien entendu, physique, intellectuel et autres, psychique. Il y a des régimes alimentaires particuliers selon les religions. Oui, puis bon, effectivement, il y a des types de nourriture différentes. Bon, on a souvent dans ces petits foyers des gens qui viennent aider pour la nourriture, mais vraiment, c'est aussi une autoprise en charge et une forme aussi de participation dans certains qui aident.
Deuxième mission fondamentale, c'est éduquer. Christine l'a dit, mais nous prenons en charge fortement la scolarisation de ces enfants jusqu'à leur pleine intégration, souvent dans le monde de la vie active. Donc, ça peut commencer très tôt, ça peut commencer à 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis ça peut durer jusqu'à 20 ans, 22 ans, etc., etc. Donc, là, on pourrait donner des exemples de belles réussites au Sentier à Fatima, au Bénin, où on est conscient des efforts faits aussi par ces enfants. Bon, voilà, c'est des enfants aussi très désireux d'apprendre, avec des choses qui font aussi très très plaisir, de les voir avancer pas à pas, de prendre confiance en eux-mêmes, et souvent d'arriver aussi avec des bons résultats, alors qu'ils sont issus souvent de milieux défavorisés. Ça veut dire faut être clair. Vous les accompagnez, il y a un moment à l'autre, un comité d'orientation. Oui, c'est sur place qu'ils décident quelles sont les meilleures stratégies à envisager avec eux, les meilleures formes de scolarisation, l'appui scolaire, la façon complémentaire aussi d'envisager, sachant qu'on le sait bien, les conditions d'éducation et d'enseignement dans un certain nombre de pratiques. Donc, c'est aussi ce soutien-là qui est précieux. Avoir une scolarisation régulière, moi qui suis aussi enseignant, je sais que c'est un gros défi. Voilà, donc ça peut aller, vous voyez, jusqu'au BTS et autres. Là, on nous donnait cet exemple-là il n'y a pas très longtemps à propos de la Centrafrique. Aller jusqu'à l'insertion, parce que l'insertion permet aussi à des gens en responsabilité de ne pas oublier d'où ils viennent et d'être relais et d'aider d'autres et d'aider des enfants après. Voilà, eux-mêmes deviennent responsables aussi du développement de ces foyers. Il arrive aussi parfois que certains reprennent des études et qu'il faut faire face aussi à des situations cabossées de la vie qui nous permettent aussi, dans certains cas, de reprendre des bonnes choses. On a un très gros partenariat aussi depuis des années avec les Philippines. Bon, les Philippines, c'est l'exemple même d'enfants de la rue dans lequel il faut avoir une action multisectorielle avec un de nos correspondants qui s'appelle Dominique Lemay, qui est resté quand même coincé en France pendant plusieurs mois, qui est un des fondateurs de l'association sur place Virlani et qui nous aide maintenant à mieux voir les choses parce qu'il a enfin réussi à rentrer, même si évidemment des Philippins aident aussi sur place. Voilà, donc, premièrement, l'alimentation, la nourriture, deuxièmement, l'éducation, troisièmement, la prise en compte de la globalité de l'enfant. C'est pour ça que on aime bien aussi toutes les activités para-éducatives. J'avais fait pour ce montage des petites photos sur les jeux, le jeu. Donc, il y a dans ces foyers, dans ces lieux, des formes de socialisation communautaire pour faire en sorte que les enfants s'acceptent mutuellement, que les enfants avancent ensemble, que les enfants aussi trouvent les moyens d'aller les uns vers les autres. Donc, c'est tout à fait important pour des enfants qui ont parfois été séparés et qui ont été parfois en rivalité, en tension dans la rue. C'est un monde très très dur, un monde aussi qui peut être marqué dans certains endroits par la drogue ou d'autres difficultés. Et ces enfants, ils ont besoin vraiment de se reconstruire aussi par cela. Voilà. Donc c'est pas simplement l'enseignement, c'est l'éducation. C'est la solidarité un peu. Voilà, avec des personnes qui les accompagnent. Voilà. Et moi, je rajouterais en plus que dans beaucoup de foyers, on fait de la formation professionnelle nous-mêmes, sur le terrain. Il y a beaucoup de foyers où les enfants apprennent la menuiserie, la couture, il y a des élevages, beaucoup. Et on essaye de plus en plus de formation professionnelle adaptée au terrain pour les enfants. Et puis le dernier élément qui me semble important, c'est aussi la joie de vivre. Oui. Parce qu'on est héritier de ça quand même. Les enfants qui sont heureux de vivre, et ils avancent mieux. Voilà, donc tout l'aspect fête, jeu, participe aussi de la socialisation. Et les enfants qui ont été aussi sur le trottoir, qui n'ont pas choisi le trottoir, ont besoin de retrouver des conditions normales, entre guillemets, des conditions ordinaires. Et le jeu participe énormément à l'éducation. La fête, il y a beaucoup de fêtes et il ne faut pas imaginer des choses moribondes dans ces foyers. C'est des lieux très très vivants qui sont souvent effectivement pétillants. C'est ça qu'on peut constater dans plusieurs endroits. Donc, voilà, de façon un peu transversale. Après, on peut rentrer, si vous le souhaitez, dans le détail un peu d'un certain nombre de réalités des projets, parce que oui, c'est ça vous l'avez compris.
Voilà. Vraiment. Vous l'avez compris, les réalités sont quand même assez différentes. Hein. Dans la réalité, on laissera poser les questions d'ailleurs à nos amis qui sont ici, et je les remercie beaucoup, ceux qui sont là. Il y aura sûrement pas mal de questions, je ne sais pas, vers 7h30, on est un peu près 20 minutes, une demi-heure, parce qu'on termine à 8h, comme on a annoncé. Voilà. Mais quid des parents de ces enfants? Est-ce que certains parents, ils cherchent leurs parents quand où ils ont été abandonnés dans la rue? Il y a une situation, j'imagine. Mais savoir un peu comment. Oui, voilà. Les parents adoptifs. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des parents qui se manifestent, qui recherchent leurs enfants, ou comment ça se passe? Il y a différents cas de figure. Excuse, on va aller sur la réalisation des projets. Hein, oui. Il y a différents cas de figure. Il y a des parents qui ont confié leur enfant. En fait, ce sont vraiment des orphelins. Des parents aussi qui sont en rupture de trajectoire ou qui ont besoin d'être soutenus. Oui. Il y a des enfants qui sont passés un peu d'un endroit à un autre, élevés par une tante, élevés par des grands-parents, etc. Et c'est évidemment couper les liens, parce que les liens sont souvent constructifs des personnes, et évidemment les questions d'identité peuvent se poser à un moment ou à un autre de leur itinéraire. Donc, on essaie d'avoir effectivement, par le biais des éducateurs, par le biais des personnes responsables, un lien, même si ce lien a pu être rompu, altéré, distant par les circonstances. Bon. Alors, on a la réalisation des projets. Je sais pas, Christine, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui te semble? On pourrait rentrer d'une manière un peu plus concrète. Proposer, mettre la boule sur tel que ça se réalise, par exemple, je sais pas, au Maroc, je sais que j'ai compris que partout des gens, en Madagascar, formidables, en Inde, que sais-je. Bon. Alors, en fait, le principe est à peu près le même partout. C'est-à-dire qu'on a des éducateurs qui vont d'abord dans la rue ou dans les gares en Inde pour repérer les enfants de la rue, les enfants qui sont paumés tout seuls. Ça, c'est la première chose. Alors, il faut d'abord les repérer et puis leur parler, avoir leur confiance, qui est très difficile parce que les enfants sont extrêmement méfiants dès qu'ils voient un adulte. Donc, il faut leur expliquer comment on peut les aider. Alors là, la première chose, c'est qu'on les accueille dans un centre d'écoute, qui est un centre qui est fait uniquement pour écouter les enfants, pour comprendre leurs problèmes, pour voir s'ils ont une famille, si on peut les retisser du lien social, du lien avec leur famille. Ça, c'est la première chose, c'est le centre d'écoute. Et là, la plupart du temps, on essaye de remettre l'enfant en lien avec quelqu'un de sa famille. Parce qu'on dit toujours, mieux vaut une mauvaise famille qu'un bon foyer. C'est un peu exagéré, mais l'idée, c'est de trouver un oncle, une tante, quelqu'un qu'ils connaissent, qui peut les relier à leur vie d'avant. Alors, quelquefois, on fait des kilomètres et des kilomètres pour rechercher les familles. Et si vraiment il y a aucun lien avec la famille, on les accueille dans un foyer. Ça, c'est le deuxième stade. Et dans ce foyer, c'est là où l'enfant est nourri, alphabétisé, complètement pris en charge par des éducateurs. Et c'est toujours des foyers extrêmement simples. L'idée, c'est d'avoir un éducateur pour 2 enfants, une cuisinière, un réchaud, des nattes par terre, enfin, une vie extrêmement simple. C'est pas le foyer bourgeois où l'enfant est coucouné. Il faut qu'il retrouve un peu l'atmosphère dans laquelle il vit autour de lui pour qu'il soit pas complètement pris en charge dans une ambiance qui est pas la sienne. Ça, c'est quand même très important pour nous. Donc, on dit toujours une baraque, des couvertures, de l'eau, un réchaud à gaz, du matériel scolaire, bien sûr, et puis un moniteur, une cuisinière pour en gros 12 enfants. Donc ça, c'est le schéma général, qui évidemment, c'est extrêmement différent selon les pays, mais ça part de là et on arrive à faire passer ce message. D'abord, comment acquérir la confiance de l'enfant, ce qui est le plus difficile, et puis comment petit à petit l'amener à une vie normale. Par exemple, il y a des enfants qui ont 12 ans, qui sont jamais allés à l'école. En 2 ans, on fait du rattrapage scolaire. Et c'est incroyablement efficace parce que les enfants sont dégourdis, ils ont tellement l'habitude de se débrouiller partout que ça va très vite. Et on a des très très beaux résultats scolaires dans différents pays. Je sais pas si tu veux donner des exemples, Jean-François. Non. Mais par rapport à ce que tu dis, ce que je trouve important de faire comprendre à nos amis, c'est qu'il faut d'abord assurer une sécurité aux enfants.
sécurité par rapport à un monde de violence, par rapport à une destruction de liens, et puis une sécurité aussi affective, émotionnelle, hein, dans lequel les enfants vont pouvoir aussi grandir, hein, et ça c'est absolument fondamental. Donc il faut du temps, et Christine a raison de dire qu'il faut souvent rétablir la confiance dans des qui ont souvent été des mondes cassés, hein, malheureusement, hein. Mais bon, on y arrive, hein, on y arrive même très bien, je trouve, hein, parce que les moyens sont restes, parce que l'encadrement est vraiment un peu de type familial, hein, dans la majorité des projets, avec ce souci de chacun d'avancer comme il le peut. Mais est-ce qu'il y a des fratries, est-ce qu'il y a plusieurs membres d'une même famille quelquefois? Oui, ça peut arriver, bien sûr, ouais. Oui. Et puis il peut y avoir aussi différents types de handicap. Voilà, c'est des choses aussi qui. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans la rue? Parce qu'on a été rejeté, parce qu'on est handicapé. Donc voilà, donc on peut aussi avoir ce genre un peu de cas de figure. Regardez aussi la situation des enfants aujourd'hui. Les enfants, ce sont souvent des enfants esclaves. Ce sont aussi souvent des enfants soldats. Voilà, ce sont des enfants qui sont abusés. Donc, c'est des réalités très concrètes qu'on essaie aussi de réparer, sinon prévenir. Parce qu'un enfant, quand on le retire de la rue, c'est un enfant qui ne se fera pas embrigader dans un mouvement fondamentaliste ou autre, drogué, et puis après envoyé éventuellement au combat, comme ça se passe en Centrafrique. Voilà. Que, par exemple, tout dans la même veine là vraiment de ce comment tout là se passe, et avec des principes qui sont extrêmement importants et en même temps qui sont très respectueux de l'enfant. Je vois vraiment il y a de sa culture et de sa. Est-ce que, par exemple, Christine m'a mis la bouche tout à l'heure en parlant à Madagascar de l'association des enfants du soleil anti-rabais, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que, par exemple, c'est formidable. Est-ce que là, on peut un peu continuer sur cette veine un peu concrète de réalisation? Alors, d'abord, les enfants du soleil. Oui, les enfants du soleil, c'est une association assez extraordinaire qui a été créée au départ par un ancien militaire. Et donc, c'est assez militaire, c'est-à-dire que c'est un ancien de la coopération qui a créé des maisons en briques. Donc ça, c'est pas du tout le petit foyer où on couche par terre, et qui fait le lever aux couleurs tous les matins, et qui vraiment encadre les enfants. Mais c'est exceptionnel parce que c'est très très bien fait. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'en occupent. Mais c'est une association qui est dans 7 villes de Madagascar, et à chaque fois, les enfants sont très encadrés et très suivis par des gens quasiment professionnels. C'est souvent des retraités, beaucoup d'anciens militaires, et il se passe des très belles choses parce que les enfants sont vraiment extrêmement bien encadrés. Et vous êtes en partenariat donc avec eux, parce que c'est Aimé quand même. Oui, alors vous l'êtes d'Aimé. Vous êtes passionné aussi par ce qu'ils font, et au fond, oui, mais c'est ce que disait Jean-François tout à l'heure. Plus on rassemble les forces et les énergies, on est comme ça vraiment pour les enfants, parce que voilà, où ils sont complètement indépendants de vous, mais simplement vous les repérez, vous les soutenez aussi. Alors, il y a deux choses différentes. Aimer finance des associations qui sont souvent relativement importantes, comme Enfants du Soleil, et qui ont par exemple des sièges en France. Alors, par exemple, Enfants du Soleil, c'est le cas des Philippines, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas que je dis pas, de l'Afghanistan. Il y a une association qui s'appelle Afghanistan Demain. Donc c'est des associations avec lesquelles on est en relation à Paris ou en France. Nous, on finance un de leurs projets. Et c'est ça l'idée. Donc par exemple Madagascar, effectivement, nous on finance quelques projets, un des projets de Enfants du Soleil, qui en a plusieurs. Enfin, pour compléter sur Madagascar, nous avons 4 projets en ce moment, qui sont un peu dans la même veine. Il faut savoir que Madagascar, c'est une très grande île avec une pauvreté. Là, pendant le confinement, ça a été aussi difficile parce que le pays s'est complètement refermé. C'est un pays où règne encore la famine, notamment dans le sud du pays. C'est un pays qui est vraiment en grande difficulté, où la corruption est importante, où aussi un chômage est massif.
Donc voilà, c'est le genre de pays qui effectivement a besoin actuellement d'être soutenu. Alors c'est par plutôt des micro-réalisations, plutôt un accompagnement, mais dans la durée, dans la fidélité. Un de nos partenaires, ça fait plus de 35 ans qu'on travaille avec, que les choses changent. C'est pas par des grandes actions massives qui sont très dépendantes du contexte politique, économique ou autre. C'est plutôt une action de terrain, mais une action de terrain continue. Ainsi, notre crédibilité. Tout à fait. On va laisser des questions qui reviennent en primeur sur déjà les très belles les témoignages que vous nous portez sur les réalisations et autres, parce qu'on pourrait parler de bien d'autres pays, comme le Maroc, les Philippines, etc. Enfin bref, la République du Congo. Mais est-ce que aujourd'hui vous avez, au fond, quelles sont un peu à la fois vos grandes joies, je suis sûr, les grandes joies, parce que c'est des joies de partager, mais aussi des points ou des objectifs, je dirais parce que pas quantitatifs, mais je pense qu'aussi, compte tenu du monde des réseaux sociaux, même les enfants de la rue aujourd'hui sont assez au courant des transformations considérables de notre monde, et des sociétés, des relations entre les pays, des tensions, des violences, on voit tout ça. Exemple, oui, voilà. Quels sont aussi les moyens ou des objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les enfants, ils souhaitent pour moi avoir un iPhone ou je ne sais quoi? Enfin bon, il va y avoir des demandes, mais on n'a pas besoin d'avoir un iPhone pour peut-être aussi être en lien. Enfin, je vais prendre quelques petites idées comme ça, mais c'est un peu vos préoccupations en voyant probablement une évolution forcément aussi de cette misère de la rue dans les villes qui sont de plus en plus grandes, parce que c'est des mégalopolis. On parlait tout à l'heure de Bogota, je ne sais plus où ils sont, Mexico, etc. Etc. Haïti, on parle de la misère de Haïti, c'est un endémique. Donc voilà, ce sont un peu, je dirais, à la fois vos dépens, mais aussi voilà, ce qui vous tient très, très à cœur pour d'abord maintenir l'amnifique que vous avez. Moi, je dirais, c'est à la fois le plus concret et être au plus près des situations, permettre, voilà, que la situation change effectivement. Vous avez cité deux cas qui sont pour moi très, très emblématiques. Le cas d'Haïti, qui est complètement disloqué, dans lequel il faudra encore intervenir pendant des années et des années avec beaucoup de constance pour que cette violence endémique, mais qui est aussi une violence dont il faut chercher les causes, disparaisse. Mais reconstruire un monde pour les enfants, voilà un objectif. La Colombie, effectivement, c'est un pays que je connais aussi. Je suis allé faire des conférences là-bas, mais dans lequel la misère des rues est quand même très, très grande. Très grande. Donc, il y a d'abord un objectif très concret, très spécifique, mais pour moi, il y a aussi la question des droits des enfants, c'est-à-dire on changera aussi si on est plus à même de déterminer ce qui est nécessaire à un enfant. Le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit à avoir une vie, etc., etc. Et on peut travailler en interaction permanente avec des grands organismes ou des plus petits, l'UNICEF ou des collaborations avec d'autres organismes, si on est informé et si on montre une crédibilité concrète sur le terrain. Voilà. Mais il y a les deux niveaux, mais je ne sais pas pour Christine, comment tu vois les choses. Ce qui a beaucoup changé en 20 ans, c'est que maintenant, tous les responsables de foyers d'enfants des rues ont l'Internet. Grâce à la Banque mondiale qui est allée mettre de l'Internet partout en Afrique. Et donc, ça a complètement changé. Avant, où on mettait un mois pour communiquer avec les différents responsables. Donc, effectivement, les réseaux sociaux et tout ça va être multiplié par énormément. Alors, les enfants, je ne pense pas, ont encore d'iPhone. Oui, vous demandez aussi, alors c'est comment vous pouvez continuer à entretenir, parce que d'abord, il y a certains foyers qui doivent se trouver très en difficulté, pas simplement pécunier, mais aussi quelquefois parce que les enfants de la rue, même s'ils ont envie de les garder, mais c'est pas facile à gérer, parce qu'il faut beaucoup donner pour l'enfant, et même accepter, à un moment peut-être inacceptable, mais voir quel progrès l'enfant peut faire. Mais je pense qu'il peut y avoir des jujus. Oui et non, parce que les foyers avec lesquels on travaille manifestent une certaine robustesse. On a vu que pendant l'épidémie,
Oui. C'était aussi des lieux où on a éduqué les enfants, on a préservé leur santé, on a protégé les enfants. Et c'est vrai qu'aucun des foyers avec lesquels on est en lien nous en fait part de contamination massive, etc. Donc, vous voyez aussi l'impact au niveau sanitaire. Moi, je suis là-dessus assez confiant sur la qualité de nos partenariats par un certain nombre d'éléments qui sont plus problématiques, mais qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, je vous donne un exemple pour être concret. On avait un partenariat avec le Rwanda. Oui. Et puis le gouvernement rwandais a dit il n'y a plus d'enfants pauvres, c'est terminé chez nous, tout ça c'est du blabla d'occidentaux. En fait, c'est pas exact du tout, mais ça nous a privés de possibilités d'action avec ce pays. Donc notre rôle est aussi un peu de sensibiliser à la réalité concrète ici, et c'est pour ça que votre soirée ce soir est très importante pour nous. C'est-à-dire, bon, bien sûr, on aide, on soutient sur place en étant le plus cohérent possible, mais on a une action de sensibilisation à faire ici en France pour que voilà ces belles solidarités puissent continuer et se développer le mieux possible. On en parlait avec Christine tout à l'heure avant de commencer la réunion. Je pense qu'aussi on peut peut-être nous-mêmes, enfin je veux dire, faire jouer le snowball, enfin je dirais. Et on a vraiment aujourd'hui, on a quand même beaucoup de communautés francophones, même anglophones, c'était dans différents pays où vous êtes. Mais peut-être, on peut se dire que chacun aussi d'entre nous, tant mieux, je sais. Bon, j'ai envoyé, enfin j'ai mis bulletin de soutien et autres, ça c'est sûrement très important parce que je pense qu'aussi, on peut peut-être parler un petit peu quand même des sous, parce qu'aujourd'hui, comment vous bouclez un budget comme ça, est-ce qu'il y a des subventions, pas toujours, Oui, de là-dessus, on tient à avoir une grande transparence. D'ailleurs, tous nos comptes sont exercés par un commissaire indépendant. C'est important de le dire. Bon, on reste dans des formats quand même modestes, on ne brasse pas des milliers et des cents, mais on est basé sur le bénévolat. Nos frais de gestion sont modestes, et c'est effectivement 2%. La priorité de pouvoir aider les engagements au projet. Voilà, c'est ça vraiment notre souci pour un budget qui dégage à peu près 100 000 € minimum par an encore. Et c'est merveilleux d'ailleurs parce que pendant la pandémie, les gens ne sont pas lâchés, et ça, je peux leur dire merci aussi, même si on aimerait, dans certains cas, développer un petit peu plus des projets nouveaux. Mais déjà, se concentrer sur les projets existants nous aide à garder aussi le cap. Non, parce que je vois aussi, si vous voulez, oui, pardon, allez-y, Christine. Non, pour donner un ordre de grandeur à tout le monde, on a un budget d'environ 160 000 €. On peut recevoir bien sûr des legs, des donations, et surtout tout ce que vous donnez, les dons, ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66%. Donc on est une association qui plaît des d'intérêt général. D'intérêt général. Reconnu d'utilité publique. Et oui, comme notre association Canal Saint-Roch aussi, qui est beaucoup plus modeste que vous. Oui, mais sur la paix par les jardins, la paix par la culture. Bon, non, je voulais vous demander aussi, c'est parce que je trouve que, enfin, je me suis un peu engagé à un moment, enfin, grâce à Christine et le FFNE, le Fonds français pour la nature et l'environnement, et notre ami qui s'appelait Xavier de Bézère, et autres, sur les jardins potagers améliorés. Mais nous avons vu, si vous voulez, d'abord que les organismes, enfin les ONG ou toutes les organisations, quelquefois des rivalités. Comment vous êtes reçus sur place, et même soit avec les politiques, parce que quelquefois il y a des politiques qui vont être très contents, pas tous des mauvais, des méchants, des diables, mais ils voient quelque chose, une émission dans le pays, enfin comme vous avez dit tout à l'heure, par exemple au Rwanda, vous avez aperçu. Ça c'est le contre-exemple. Généralement, on est très bien reçus, accueillis, on participe à des protocoles et les foyers sont aussi contrôlés. Vous imaginez pas qu'on fait des choses en freelance. Donc on travaille avec les autorités du pays, la majorité des cas, a aussi une action reconnue depuis des années. Donc on a de ce point de vue-là un capital de confiance qu'on fait jouer dans un format que certains connaissent aussi, qui s'appelle un peu coopération décentralisée, donc avec aussi ce souci du concret, du terrain, la petite chose. Et c'est ça, en grande partie, qui fait tenir. Bon,
Bien sûr qu'il faut des investissements d'infrastructures, qu'il faut construire des routes, des écoles, etc. Mais des petits foyers qui sont en autosubsistance dans certains cas et qui ont surtout dans certains cas besoin d'un coup de pouce. C'est un peu cette là du coup de pouce pour les réalisations. Hein, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Voilà. Non, mais enfin, moi, je suis content. Je pense que le partage avec les amis ici présents. Il faut savoir que vous n'avez pas, qu'il n'y a pas un choix culturel, non, puis on essaie essaie d'éviter aussi toutes les situations d'assistanat. Hein, je crois que c'est important. Voilà. On ne cherche pas du tout à rentrer dans les formes d'assistanat. C'est d'auto-prise en charge qu'on appuie, en fait. Puis tout petit, et on vous demande pas de vous implanter ou pour être là, de mettre, donner, enfin, de participer, enfin, d'être obligé de ça n'est pas chiche. Non, jamais. Non, on n'a jamais non, mais effectivement, on demande des comptes rendus réguliers et s'il y a des questions à poser, on les pose parce qu'effectivement, on a à être rigoureux vis-à-vis de l'argent de nos donateurs. Bon, c'est clair. Donc, les comptes rendus réguliers, les rapports, les informations, les bulletins, tout ça participe, à dire presque d'un écosystème qui est vertueux. Voilà. Et c'est aussi un apprentissage pour certains de nos partenaires d'avoir clairement à faire des comptes rendus, même si c'est pas facile pour eux, d'avoir à envoyer des photos, d'avoir aussi cela pour que les choses soient saines, tout simplement, pour le processus. Merci. Moi, je voulais laisser la parole maintenant à nos amis, parce que je vais être tout le temps à poser des questions, des quantités sur les lèvres, mais tous aussi. Je qu'on soit tout à fait interactif et autres, surtout avec vous qui nous entraînez vraiment, en espérant qu'aussi, quelque part, nous ne pourrons peut-être pas nous-mêmes, je connais un certain nombre de ceux qui sont ici présents. Bon, ils ont eu beaucoup d'engagement, etc., etc. Mais voilà, mais on peut aussi se faire jouer le bouchon, les réseaux, nos réseaux personnels aussi, et pas que les jeunes. Moi, on voit des jeunes aujourd'hui qui ont fini leurs études ou même qui sont en pleine études, peuvent être tout à fait passionnés. Moi, je vois mes petits-neveux et autres, rien que de leur en parler, moi, je vais en parler, je vais dîner. Oui, vous les envoyer. J'en ai quelques-uns, je ne sais pas, ils feront peut-être des petites mains, que ça, ils pourront peut-être avoir des copains qui sont en Colombie, je ne sais pas. Bon, mes amis, je vois là maintenant, je peux ouvrir, laisser la parole à qui veut, vous levez la main et je vous ouvre le micro. C'est moi qui ouvre le micro. Vous levez la main si vous avez des questions. Vous levez le doigt, vous faites le petit doigt et moi je vous ouvre le micro. On ne peut pas travailler en même temps, on ne peut pas tous parler en même temps. Christine. Oui, vous voulez. Voilà. Christine, à vous. Christine Archambault. Vous m'entendez là? Parfaitement. Oui. Peut-être est-ce une question iconoclaste, mais est-ce qu'il peut y avoir, pas jusqu'à dire une comparaison, mais comment est-ce que vous vous situez par rapport au Point Cœur? Les Points Cœur, c'est plus une association d'envoi de volontaires qui gère aussi un certain nombre de projets de développement. Nous n'envoyons pas a priori de volontaires. Nous travaillons surtout avec les personnels locaux, les gens que l'on connaît, même si l'un ou l'autre peut être amené à donner des coups de main. Par contre, ce que l'on fait chez nous, c'est que un certain nombre de membres de l'association vont faire des visites de terrain, voilà, temporaires, pour approfondir les liens, pour vérifier ensemble, pour participer à la vie concrète, les fêtes des centres. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se situe. Oui. Je crois avoir vu des doigts se lever, au moins que ce soit une vision un peu comme des mirages, mais je crois pas. Donc, je vois là, pardon, je vous laisse Voilà. À vous, madame Coupry. Oui, avec Coupry. À vous, madame. Pour remettre le micro. Le micro. Pardon. Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Nous avons démarré le projet pour répondre à François Lefort en Mauritanie. Nous sommes allés passer, comme nous allons voir un projet, nous vivions avec les enfants. Nous vivions la vie des enfants. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que il y avait un enfant il y avait un centre d'écoute. Les enfants se dormaient tous les uns contre les autres en tas. Mais il y avait un enfant qui venait pour la première fois, qui avait peur de tout le monde et il dormait séparément. On m'a dit, il faut surtout ne pas le regarder. Et au bout de quelques jours,
je me souviens, il s'était lavé pour la première fois, il se voyait dans une glace, enfin une petite glace de rien. Et avant notre départ, il venait manger dans le foyer, mais il avait pris confiance et il venait manger à côté de moi, bien sûr, enchanté. Et les enfants étaient très, très attentifs. Tous les gosses du foyer l'avaient pris en charge et s'occupaient de lui. Et c'était très merveilleux. On a eu un autre enfant qui m'a laissé un grand souvenir. Il était esclave, il gardait des moutons, et puis il y a une bête qui est morte de troupeau. Il a eu tellement peur d'être tué au retour. On s'est ramené sa bête. Par chance, il y avait un camion qui passait sur une piste, il a réussi à s'accrocher par-dessous. Ces enfants savaient très bien se mettre sous les camions et se tenir, risquer leur vie, mais bon. Donc, il est arrivé à Nouakchott, puis il est rentré dans le foyer. Et Mohamed Lemid, qui gérait le foyer, a cherché à retrouver sa mère. Il n'a pas retrouvé. Quand nous étions là, il continue à chercher. Et puis, la mère habitait à côté, à 2 pas, mais elle avait été esclave. Elle s'était sauvée, elle aussi. Mais elle avait tellement peur, elle était si peu habituée à vivre normalement, comme une femme libre, qu'elle ne sortait jamais et elle était à côté de son enfant. Et elle a retrouvé sa mère quand nous étions là. C'était une joie, mais que partageaient tous les enfants du foyer. Ça nous a beaucoup frappés. Au Burundi, c'était là une guerre horrible entre Tutsi et Hutu. Et bon, c'était... Oui, parle un peu. Je prends la suite de ma femme. Nous sommes à l'origine de ce projet. Moi, je voudrais bien insister sur le fait que Aimé aide des projets, ne gère aucun projet. Oui, c'est ce qu'on a dit, oui. Mais on aide les projets qui ont adopté un principe analogue à ce qui a été rappelé par Christine, l'accord de Rufisque en quelque sorte, et ses 10 propositions. Autrement dit, une certaine façon d'aborder ce problème, de remettre dans la société humaine normale des enfants de la rue qui ont été malheureusement séparés des leurs dans des conditions qu'on a du mal à imaginer et qu'on peut. Une chose que je voudrais dire, c'est que finalement, on a bien vu lors du Covid, l'année que nous venons de passer, finalement, ces enfants ont plus de chance que les enfants qui sont dans une famille. Parce que la famille ne peut pas, les enfants ne peuvent pas rester dans une famille où on est 20 personnes habitées ensemble. Et ça s'est tellement bien passé, moins bien passé à côté. Ça, on me l'a dit. Je crois qu'il faut rendre hommage à les gens sur place qui ont pris le relais. Et ils ont pris le relais parce qu'ils sont dans une mentalité analogue à ce que raconte la charte de Rufisque, qui est une base, et qui est une base de liberté, de reconnaissance de l'autre. Et Absolument. Ah, c'est vrai. Il y a un foyer modèle. On peut parler de Christine en Inde, enfin. Oui, enfin, l'autoprise en charge est très, très forte et ce que l'on demande aussi, si vous voulez aussi, c'est que ces enfants soient vaccinés. Bien sûr. Et oui, mais bon, je crois que c'est aussi un droit sur lequel il faut qu'on puisse aujourd'hui avancer. Alors bon, je sais bien que ça peut être polémique dans certains endroits, mais la protection de ces enfants, là, on l'a vu pendant l'épidémie, ça a été l'autoprise en charge, la constitution par eux-mêmes des masques, etc., des mesures d'hygiène qu'ils ont apprises ensemble et qui les a protégés. Anne-Marie a tout à fait raison de le souligner. Ouais. Bon, je vois que Hervé, tu as activé ton micro, donc je pense que tu as une question sûrement très très intéressante à poser à nos 2 amis, Jean-François et Christine. Tu connais un peu bien le traitement de... Non, en fait, j'ai ouvert par inadvertance, mais tu n'as pas de question à poser? Non, c'est-à-dire que d'abord, merci, et c'est vrai que ça donne envie d'aller voir un peu plus loin. J'étais sur le site un peu de Aimé pour voir un peu des différents projets. Je crois que d'abord, c'était très clair, je trouve, la présentation, donc merci. La question que j'ai un peu, c'est de se dire, on est tous les uns et les autres, je crois, autour de cette table virtuelle, on est quand même très sollicités.
hein, les uns et les autres. On est d'ailleurs souvent engagés dans un certain nombre d'autres actions. Qu'est-ce qui ferait que vraiment on donne à aimer, je dirais pas en priorité, mais qu'on le mette parmi les bénéficiaires? Alors moi, quand je suis sollicitée, je regarde le pourcentage de frais généraux de l'association qui me sollicite. Regardez les pourcentages de frais généraux de l'UNICEF ou d'autres organisations. Nous avons 3% de frais généraux. Donc tout l'argent que vous donnez va directement sur le terrain pour les enfants. Et ça, pour moi, c'est vraiment le critère le plus important. Et voilà, je sais pas ce qu'en pense Jean-François. Je dirais, c'est l'avenir de nos enfants. Le monde se reconstruit aussi à partir des enfants, et les actions prioritaires dans certains endroits doivent leur être adressées. Oui. Parce que, ben voilà, c'est eux qui sont à la fois les plus fragiles, mais les plus en capacité de construire un monde nouveau. Oui, ensuite, ce que je dirais, c'est que si effectivement vous avez des moyens modestes, il y a aussi un certain nombre d'actions qui peuvent être faites. Par exemple, nous mettre en lien avec des écoles. Oui. On intervient dans les écoles si vous le souhaitez pour présenter nos actions. Nous aider pour trouver des lieux où on peut réaliser des concerts. Un certain nombre de personnes avec nous, notamment notre secrétaire général, est tout à fait capable, c'est une pianiste très réputée, de faire des concerts. Donc, vous voyez, ça peut pas forcément tout de suite demander de l'argent, mais nous aider à constituer un peu ce réseau qui est indispensable pour nous, parce que comme petite association, nous n'engageons pas beaucoup de frais pour la communication. Nous ne sommes pas sans cesse en train de relancer notre petit moyen, vous le savez, c'est ce bulletin. Et on tient aussi un peu à cette modestie-là parce que ça nous permet d'être nous-mêmes, en fait. Merci beaucoup pour ces deux réponses très, très complémentaires, très claires. Moi, je pense aussi, si vous voulez, c'est que je crois beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle le boule de neige. Moi, je vois surtout la jeunesse aujourd'hui qui, à la fois, est tentée par beaucoup de choses, mais qui est aussi très engagée, à la fois par leurs études ou même par le début des vies professionnelles. Et souvent, ça s'appelle presse citron. Mais en même temps, ils ont soif. Ils ont leur réseau, mais quelquefois, c'est pas toujours ce qui leur plaît le plus, etc. Finalement, au fin fond d'eux-mêmes, quand moi, j'en finis par en recevoir un certain nombre. Moi, je suis en lien par LinkedIn. L'autre jour, j'ai envoyé, j'ai voulu prendre un peu au hasard, mais pas au hasard, en regardant un peu le profil de jeunes qui étaient en master à Harvard, à Londres, à Paris, à l'ESSEC, etc., etc. Bref, en Chine, à l'université de Shanghai. Sur 50 messages que j'ai envoyés, j'ai reçu le lendemain, j'avais déjà 10 réponses. Oui. Des jeunes qui me disent, est-ce que nous pouvons continuer à échanger ensemble? Parce que moi, je suis à la recherche de voir aussi que je voudrais, dans ma vie, faire autre chose que jouer au tennis, même si j'aime beaucoup jouer au tennis, j'ai aussi que, voilà, j'ai besoin aussi de donner mon temps. Et je trouve qu'il y a beaucoup de capacités. Et nous, je pense qu'on est tous dans une génération, ici, on est encore des jeunes, mais on a des petits-enfants, les enfants. Je pense que même leur en parler, donc voilà, ce que je dis. Et puis aujourd'hui, puisque vous allez sûrement être aussi, parce que les enfants, et dans les foyers que vous accueillez, ils ont les réseaux sociaux. Oui. Comme dit, ils ont maintenant tous. Aujourd'hui, ça va être une transformation. Donc, il ne faut pas que ça soit simplement pour se faire avoir par les macros. Oui, moi, je crois tout à fait important de bien orienter et d'aider aussi des jeunes qui se posent des questions. Je donnerai aussi un exemple pour être concret. Ma nièce et son petit ami ont décidé de faire un break. Ils sont juste au début de leur carrière professionnelle. Ils ont envie de passer 8 mois à faire le tour du monde. Moi, je les ai fortement incités à rentrer en contact avec nos projets par là où ils passeront. Voilà, donc je pense qu'il y a une grande générosité chez les jeunes. Ils ne savent pas toujours forcément comment l'orienter, mais il y a effectivement… Il y a un potentiel d'attente ou même de recherche très sérieuse, de donation d'eux-mêmes. Et on aurait besoin d'un jeune qui vienne à aimer, nous aider pour justement nous mettre en relation avec tous ces réseaux sociaux et ce serait vraiment formidable
si on trouvait un jeune qui ait quelques heures ou quelques minutes même à nous accorder pour nous aider dans ce domaine-là. Est-ce que ça peut être un moins jeune aussi? Oui, Thierry de Lépine. Je vais proposer la petite main. Moi, ça me passionne. Oui, mais bienvenue Thierry. On en reparle. On en reparle avec Jean-François. Oui. Par exemple. Bon. Madame Guillemard avait une question. Madame Guillemard, activez votre micro. Moira, attendez, Merci Moira. Vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Activez votre micro. Encore activé. Non, je peux pas le faire pour elle. En bas de l'écran, vous avez. Attendez, je vais essayer. Vous appuyez sur le micro qui est. Mais vous l'avez. Ça y est, voilà. Vous m'entendez? Oui, bravo, Moira. Je suis presque bonne. Bon, la question que je voulais poser, vous avez beaucoup insisté sur l'autonomie de tous ces groupes et tout ça. On voit que le haut de votre crâne, Moira, il est magnifique. Et vos cheveux. Est-ce que vous pouvez mettre votre écran pour voilà, vous voir voyez? Merci. Oui, très bien. Voilà. Oui. Vous avez beaucoup insisté sur l'autonomie de tous ces réseaux et ça, effectivement, ça me paraît essentiel pour construire quelque chose sur le long terme. Mais vous avez beaucoup insisté sur le long terme et ça, je pense que c'est fondamental. La charte aussi au début. Mais vous avez beaucoup insisté aussi sur le bénévolat et sur les éducateurs. Alors, quand on est éducateur, ça prend beaucoup de temps. Comment les éducateurs peuvent être des bénévoles? Non, c'est pas bénévole. Ah, voilà. Bon. Alors, comment sont choisis les éducateurs? Parce que, pour connaître un peu ces problèmes, le rôle de l'éducateur est énorme. Il demande des qualités très diverses, notamment pour établir la confiance, notamment s'il voit au niveau de la drogue, une coupure avec la drogue. Vous avez parlé de la nourriture et d'éduquer, mais moi je vois aussi le côté comment arrive-t-on à ce que ces enfants aient une hygiène de vie personnelle qui va leur demander sans doute un énorme effort. Et donc, je m'interroge sur la qualité de vos éducateurs. Je ne doute pas qu'ils en aient beaucoup, mais comment les trouvez-vous? C'est sur place, effectivement. Alors, c'est un système mixte. Effectivement, il y a des éducateurs qualifiés. Il y a aussi des gens plus bénévoles. Il y a un réseau élargi dans certains cas avec des intervenants, services sociaux, enseignants. Il y a aussi tout l'accompagnement un peu spirituel dans les différentes traditions religieuses, parce qu'un certain nombre de foyers aussi ont été fondés dans certains cas dans ces optiques-là. Voilà, je pense que c'est un climat global, mais effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait de la restructuration dans certains cas de ces enfants. C'est donner un cadre, première chose. Deuxième chose, c'est donner un rythme, apprendre à vivre de façon synchrone avec les autres. Il y a des heures pour travailler, il y a des heures pour jouer, il y a des heures pour se reposer, et tout ça est très structurant. Voilà, donc je pense que les centres, les foyers avec lesquels on est, moi, c'est ce qui m'a bien plu aussi en arrivant à Aimé, parce que je suis pas si ancien que ça, c'est qu'il y a à la fois des centres assez conséquents, par exemple aux Philippines, et puis il y a des choses qui sont de petites structures un peu familiales comme en Colombie, où on a appris à professionnaliser les choses. Donc en fait, je crois que c'est au bénéfice aussi des personnes accompagnantes, dans certains cas, qui apprennent à découvrir aussi un peu les ressorts fondamentaux. Jean-François et Christine, pardon. Et vous, c'est vous-même qui payez, c'est Aimé ou vos partenaires qui payez les non-bénévoles, les éducateurs? Oui, ça fait partie nous, on apporte un soutien financier avec notre budget. Chaque année, on apporte un soutien financier à chacune de ces associations, et notamment pour payer les éducateurs. Mais les éducateurs ne sont pas choisis par nous, mais par les associations de terrain. D'accord, ça c'est très clair. Voilà. Merci. C'est très clair. Comme ça, je comprends le mécanisme.
Et pour vous donner aussi un ordre d'idée, nos soutiens, c'est pas des sommes démentielles, même si ça peut représenter sur place des efforts conséquents. Ça peut être 3 000 euros, 5 000 euros. Voilà un peu le type de soutien que l'on fait, hein, pour rester dans l'idée qu'on ne cherche pas à se développer sans contrôle et de façon mal pensée, mais qu'on doit être persévérant, hein, sur des petites choses et avec grande continuité. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis pas allée sur votre site. Et donc, pouvez-vous nous dire à peu près actuellement, combien de jeunes sont concernés, si on fait la globalité des pays, parce que, évidemment, suivant les pays, ça doit être plus ou moins stable et plus ou moins alors ça, je suis incapable de faire ce chiffre-là comme ça de tête, parce qu'il faut avoir vraiment faire un compte très précis. C'est de quelques milliers. Voilà, c'est plusieurs milliers. C'est plusieurs milliers. D'accord. C'est plusieurs milliers. C'est de l'ordre de. On était à peu près à 5 000 il y a 2-3 ans. Je dirais oui, quelques milliers. Voilà, puis après, c'est par capillarité, hein, donc aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres, etc., mais c'est plusieurs milliers. Donc, on a une démultiplication de l'action qui s'opère par ce. Alors, une dernière petite chose, je suis née au Maroc, j'y ai passé toute mon enfance. Comme je sais que vous avez j'ai entendu dire que vous aviez une association au Maroc. Où se situe-t-elle et à Fès. Comment vit-elle? Elle se situe à Fès. D'accord. Fès, c'est un étudiant au départ Ali Laksab, qui a repéré dans sa ville un certain nombre d'enfants des rues et qui maintenant s'occupe de beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si Didier, tu as le chiffre? Non, mais c'est à Fès, quoi. Enfin, voilà, c'est à Fès. Et on pourra vous donner les coordonnées facilement. D'accord. Vous voir qu'ils ont fait des très beaux dessins, hein, qui sentent déjà un peu Noël, hein, qu'on aime beaucoup, hein, parce que c'est aussi un lien très concret avec eux. Merci. Jean-Michel, vous avez toujours des très bonnes questions, Jean-Michel. Alors, je sais que je suis sûr que vous avez. Je suis très grand-père très engagé dans la cité. Non, je suis très admiratif du travail. Je suis très admiratif de voir que c'est avec des moyens extrêmement modestes. Et je me demande pourquoi vous avez autant de points de chute en réalité. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'être une efficacité plus grande en étant limité malgré tout à, je ne sais pas, à une dizaine de pays plutôt que d'essayer Alors ça, c'est historique. C'est-à-dire que un moment même, on s'occupait de plus de 25 pays. Mais c'est historique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a eu des projets qui sont présentés et qu'on est allé contrôler, on en a pris un et puis 3. Et c'est des gens extrêmement fidèles et à qui on est, nous, extrêmement fidèles. On ne peut pas lâcher du jour au lendemain un projet qu'on aide depuis 10-15 ans. Vous voyez? Donc effectivement, on a arrêté le Rwanda, on a arrêté quelques projets. Ça nous paraît impossible, même si c'est un tout petit montant, si c'est 2 000 ou 3 000 euros, de laisser tomber les enfants du jour au lendemain en disant on se recentre. Pour les enfants, ça me paraît impossible. Moi, je pense que c'est pas, c'est 22 projets dans 14 pays, hein, pour être un peu précis. Donc à chaque fois, c'est bien ciblé. Donc, il se trouve qu'historiquement, on peut avoir plus 4 projets, par exemple, à Madagascar, mais la situation l'exige. En même temps aussi, un peu pour la représentativité, puis pour l'ouverture, on regarde un peu ce qui parle du Yémen en France aujourd'hui. Personne. Voilà. L'Afghanistan, les gens se disent, ah là là, c'est terrible, c'est terrible. Nous, on agit concrètement, c'est tout petit, voilà, mais on agit concrètement. Voilà. La solidarité avec l'Amérique latine, à un moment donné, en France, c'était très fort. Aujourd'hui, c'est en train d'être recul, mais on voit très bien que la situation en Haïti demande quand même des efforts continus. La géométrie variable. Oui, c'est la géométrie variable avec une grande depuis la fondation, la création d'Aimé. Pardon, je crois qu'il y a... Ça marche ou pas? Oui. Attendez, oui, je dis... Pardon, est-ce que on l'entend là ou pas? Oui. Bon. Donc, je voulais vous dire, il me semble que vous avez même forcément, c'est pas d'abord la géométrie variable n'est pas simplement liée, c'est de dire aussi, il n'y a pas le premier, je dirais, de foyer ou d'enfant, mais il me semble qu'à un moment, vous avez peut-être 40 projets. Il y a eu des moments où c'était, et puis aujourd'hui, vous êtes à 22 projets.
Oui. Il pourrait y en avoir peut-être 18. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr que si on avait un montant plus considérable de dons, on relancerait une dynamique de projet. Oui. C'est pas les projets qui nous manquent. Hein. Non, j'imagine. Et qui ont trouvé, qui se sont financés. Bon, je vais être obligée de vous quitter parce que je dois être à BFM à 20h. Et je vous laisse continuer et je vous salue tous. Salut Xavier. D'accord. Avec beaucoup d'amitié. Et on reprend contact avec Jean-François et vous. D'accord. Oui, bien sûr. Très bien. Désolé. Non. Mais attendez, merci beaucoup. Marie-Josée était aussi obligée de vous laisser, mais j'ai été très intéressée par tout ce qui a été dit et les questions posées, et je suis contente de vous laisser continuer longtemps, aussi longtemps que possible. Merci Marie-Josée. Merci Marie-Josée. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui s'appelle Home, donc c'est la terre entière. Bonne soirée. Mais on n'a pas pu bien voir, non pas que, mais ni le voir, ni entendre, ni savoir qui c'est. Je suis sûr que c'est quelqu'un de très bien. Mais s'il avait même la plaisir de nous faire une toute petite apparition, au moins de son nom. Oui, vous m'entendez? Oui. Home, vous êtes là, madame? Oui, vous m'entendez? C'est qui Home? Pardon? Il faut remettre le micro. Il faut remettre le micro, madame. N'est-ce pas, Eliane? Oui. Allô? Vous mettez pas le micro, s'il vous plaît? Mais Home est discret, hein? Oui. C'est Home mobile. C'est mobile Home. Bon. Oui, mais est-ce que Home veut bien nous dire un tout petit mot? Oui, vous m'entendez, non? Oui, mais maintenant on vous entend, on est tout prêt à vous écouter, même volontiers, de savoir un petit peu de, voilà, je ne sais pas d'avoir votre visage si vous ne souhaitez pas obligé, mais qu'on sache. Ah, mais je ne sais pas comment modifier les réglages. Hein. Non, vous ne pouvez pas être clandestine, ça je sais. Hein, je ne sais pas comment modifier les réglages. Mathieu, vous ouvrez la vidéo, vous mettez vidéo. Voilà. Mais voilà, alors j'ai cliqué sur désactiver le son. Donc je l'ai activé, mais je n'ai pas de micro. Je ne sais pas où est le micro. Non, mais ça va très bien. On vous entend, madame. Voilà. On vous entend, madame. Mais voilà, mais si on veut peut-être continuer, comment vous avez connu, c'est quand vous êtes partie de l'association, vous connaissez. Alors moi je fais partie de l'association depuis 7 ans. Laquelle, Aimée ou l'association internationale? Et je connais Pierre et Douce Coupry depuis très longtemps. Ce sont eux qui m'ont amené à aimer. Qui ça, j'ai pas entendu, madame. Hein? Je connais Pierre et Douce Coupry depuis très longtemps, et c'est par eux que je suis arrivée à aimer. Ils sont là, tout à fait. Bon, je les remercie aussi parce que ils sont. D'accord, merci beaucoup, madame. Voilà. Bon, vous n'aviez pas une question à poser au père Jean-François Petit, le président actuel. Et Christine a dû nous abandonner, mais en s'excusant, mais en même temps, on la remercie. Est-ce que vous aviez une question à poser à Jean-François, puisque vous êtes dans l'association? Eliane nous fait suivre les messages. Elle est fidèle à son poste. Oui. Elle est mobile home. Non, je ne sais pas, c'est bon. Bon, d'accord. Bon, mais écoutez, mes amis, est-ce qu'il y a encore une question à rentrer? Merci de cette présence. De toute façon, les conférences sont enregistrées. Je salue Lionel Bertomi en particulier, qui est sans nul, il n'y aura pas de site. Vous le voyez sur l'écran, il a disparu. Mais, non, il est là. Non, mais je vois. Ah oui, pardon, bon, Lionel. Vous êtes en blanc, l'homme en blanc. Hein, formidable. Donc, merci Lionel, mais c'est enregistré. Donc, sur le site, Lionel vous met très vite après la conférence, peut-être même dès ce soir, je ne sais pas vrai. Donc, c'est demain matin, ou dans 8 jours. Bon, vrai, mais vous pourrez suivre, revoir, ou surtout la faire connaître. Oui. Parce que c'est ça, les réseaux, c'est ça, je trouve aussi l'avantage aujourd'hui. Hein, le présentiel est très bien, mais au fond, quand ça marche bien, là, je m'excuse, parce qu'on a eu un peu l'ennui aussi d'Internet, mais chez moi, c'était quand même pas mal ici, parce que chez moi, j'ai pas d'Internet depuis 3 semaines. Dans le nouvel logement. Mais ça va aller. Ça va aller dans 2 jours, on m'a promis qu'enfin, mais rien. Donc, non, on vous remercie beaucoup de votre disponibilité, mais je le redis, hein, c'est pas forcément donner de l'argent, c'est faire connaître.
Ok. C'est aussi nous indiquer si vous connaissez l'une ou l'autre école, l'un ou l'autre jeune, un lieu où on peut faire un concert. C'est des choses qui nous intéressent, voilà, et sur lesquelles on peut travailler dans une dynamique maintenant où on peut se retrouver quand même un peu plus. Voilà. Oui. C'est vraiment la foire, des propositions à la créativité, au soutien, mais bon, d'abord, les petits ruisseaux font les grandes rivières, parce que moi j'en sais quelque chose. Hein, bon, nous en savons tous quelque chose d'ailleurs, probablement. Donc, mais je pense que au-delà de ça, c'est vraiment d'abord aussi de porter dans la pensée, et dans le relais de la communication. Et pensons à nos réseaux français d'abord, en province aussi. Hein, il n'y a pas besoin d'aller bloquer la face et autres. Mais moi, je vois bien la plupart les jeunes en particulier, aujourd'hui, on est dans un monde totalement international. Donc, on a forcément, surtout. Oui, puis notre petit bulletin, il est facile de l'envoyer. On va en faire un là pour Noël. Voilà, bon, il y a un peu toujours à ces moments-là où les gens se disent, mais quelles sont mes solidarités ou qu'est-ce que je peux soutenir? Et très facile, si on a une liste de diffusion, c'est un 4 pages, c'est quand même pas 50 pages à lire. Non, mais c'est très bien, c'est très bien fait. Les gens aiment beaucoup ça. Ça sera sur YouTube la semaine prochaine, me dit Lionel Bertonnier. Le bulletin est le bulletin d'avis de soutien, mais autant le moral que le financier me paraît très important. Merci Jean-François, toute mon amitié et ma gratitude aussi, le soutien. De nous voir. Et je viens te voir et avec Christine, enfin on va peut-être après Noël. Oui, d'accord. Mais j'aurais demandé n'hésitez pas à m'envoyer, parce que le pape que je vais rencontrer pour mes 50 ans de sacerdoce, il va avoir une rencontre personnelle, je le dis peut-être très humblement, mais m'a demandé de lui apporter des initiatives comme la vôtre. Donc, et je l'ai dit à Christine avant que vous arriviez, Jean-François, je lui ai dit que je suis sûr qu'un jour, il vous recevra volontiers dans un entretien, c'est tout ce qu'il aime. Ah ben, je dois le voir au mois de janvier. Il est en Argentine, et à Buenos Aires. Il a connu le problème, hein. Oui. Il aime bien le concret des gens. Oui. Bon, je n'ai pas besoin de donner les entrées parce que. Je les aurai au mois de janvier, vous inquiétez pas. Oui, bravo, très bien. Merci. Bon, merci encore, merci à chacun et tous. On a la prochaine rencontre, donc Christine, le 15 décembre. 15 décembre, et sur l'hydrogène. Donc, vous allez recevoir très prochainement. Vous savez que voilà, c'est un sujet qui est aujourd'hui, mais sur lesquels les recherches avancent très vite. Avancent, mais il faudrait peut-être encore un certain temps, mais on pense qu'on est aujourd'hui, que ce soit les pétroliers, que ce soit Air Liquide, que ce soit les Allemands, les Anglais, les Américains, l'Arabie Saoudite, tout le monde travaille sur l'hydrogène aujourd'hui. Absolument. Merci. Moi, grave, vous me donnez votre bénédiction. Écoutez, en tous les cas, tu n'as pas dit un mot, toi, la jeune grand-mère. Tu n'as pas une dernière petite phrase savoureuse d'un de tes petits-enfants à qui tu vas raconter, tu vas pouvoir leur dire, ou à Jean-Pierre, qui n'était pas là, je n'ai pas vu Jean-Pierre. Oui, en tous les cas. Je mets mon micro, je vais leur dire. Oui, merci, même. Merci, Guénala. Merci. Et à bientôt aussi, à la Bretagne. Vive la Bretagne. C'est très intéressant. Je vais en parler le maximum autour de moi. Ouais. Tu vas pas parler à Nathalie aussi? Bien sûr. Mon amie Nathalie. Je vais en parler au Salon Gara aussi. Oui, je l'ai eu au téléphone, mais j'ai oublié de lui parler du Zoom. Merci d'être là. Hein, merci. Bientôt. Alors, je coupe. À tous. Au plaisir. Au revoir. Merci Jean-François. Merci. Et bonne continuation à chacun. Et Patrice, à très vite aussi pour inaugurer le premier trimestre une conférence, un débat que tu sais faire. Merci beaucoup, Patrice, aussi. Bonne soirée. Merci à tous.